Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présentent Sirius de Jonathan Crown, interprété par Nicolas Justamont. Chaque matin, à 10 heures précises, le professeur Lilian Crohn sort de chez lui et, rituel oblige, prend une profonde inspiration, comme s'il était sur un sommet des Alpes à respirer à plein poumon. Sa tenue, elle aussi, trahit l'envie de se promener. Casquette, veste en loden, knickers. À côté de lui, son fox terrier, déjà dans l'attente, agite la queue avec impatience en se disant « Allez, c'est parti !» Tous deux descendent la Klamstrasse, une petite rue proche du Kurfürstendamm. Il marque une halte devant le premier arbre. Le chien flaire ici et là. Monsieur Lilian Crohn sort un livre de sa poche et se met à lire. Rien ne trouble leur tranquillité. Des voisins les saluent. Monsieur Lilian Crohn leur répond par un signe de tête aimable, puis se replonge dans sa lecture. Pendant ce temps, le chien tourne autour de l'arbre à toute vitesse, le museau collé au tronc sur lequel poussent quelques brins d'herbe. Parfois il aboie après l'arbre, grogne en manière d'invite, comme s'il voulait jouer avec lui. Puis il lève la patte. Cela peut durer une bonne demi-heure. Au bout d'un moment, Monsieur Lilian Crohn referme son livre, le range dans la poche de son manteau et se prépare à prendre le chemin du retour. Le chien ne l'entend pas de cette oreille. Il aimerait jouer plus longtemps, beaucoup plus longtemps avec l'arbre. Alors Monsieur Lilian Crohn l'appelle à voix basse, mais ferme, par son nom. Lévi. Lévi sait que c'est à lui qu'on s'adresse. Aussi essaie-t-il à chaque fois une mimique qui, croit-il, ne manquera pas de produire son effet. Glapissant à fendre l'âme, il rentre la queue entre les pattes et se blottit contre l'arbre, en signe d'attachement indéfectible. Monsieur Lilian Crohn s'est déjà mis en route. L'air de rien, il ôte un morceau de chocolat de son emballage. Le bruit de papier froissé fait vaciller Lévi. L'arbre sera encore là demain, pense-t-il. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Il faut donner la priorité à ce qui est éphémère. Le professeur et son chien. Toujours à la même heure, toujours devant le même arbre. À Berlin. La famille Lilian Crohn habite un hôtel particulier, mis à sa disposition par l'Académie allemande de sciences naturelles, la Léopoldina. C'est l'octroi de la médaille Cottenius qui a valu cet honneur au professeur Karl Lilian Crohn. Peu après, il a emménagé dans la magnifique bâtisse avec sa femme Raël et leurs deux enfants, Georges et Else. Dans cette maison, il faut un chien, a-t-il solennellement proclamé. Voilà comment Lévi est arrivé dans leur vie. À présent, c'est le printemps, de l'année 1938. Lilian Crohn est le plus jeune lauréat de la longue histoire de la Léopoldina. Un jeune homme de 42 ans. Pourtant, il a déjà les cheveux blancs, des cheveux qui s'insurgent de part et d'autre de son crâne chauve, comme il se doit pour un récipiendaire de la médaille Cottenius. Parfois, la nature de l'individu sait déjà ce que la culture a pour lui en réserve. Lilian Crohn s'intéresse à ce qui est microscopique. Dans son institut, il étudie les relations entre les planctons arctiques et antarctiques. Tout ce qui fait plus de 4 millièmes de millimètre m'ennuie, aime-t-il à dire. C'est ainsi qu'il justifie son désintérêt pour Adolf Hitler, ou pour la politique, ou pour l'avenir. Trop grand tout ça, décrète-t-il. Cet homme qui juge insignifiant tout ce que l'on peut voir à l'œil nu a une femme dont la beauté saute aux yeux. N'est-ce pas bizarre? Cette beauté de notoriété publique à Berlin. Raël a eu des soupirants célèbres, Furtwängler, par exemple, ou Peter Lorre, mais c'est l'homme au microscope qu'elle a choisi. Il voit l'invisible, c'est drôle, non? Raël Lilian Crohn prend la vie du bon côté. Dès le matin, quand elle s'habille et se coiffe, le gramophone diffuse une musique enjouée. Les disques sur lesquels on danse alors à Berlin. « Allez, Karl,
dit-elle à son mari. Danse avec moi. Il secoue la tête. Trop jeune pour la médaille Coténius, trop vieux pour le présent, songe-t-il. Étrange. Il lui arrive pourtant de s'exécuter. Raël aime la mode. Sa sœur, qui vit à Paris, lui envoie les magazines de leur parution. Aussitôt, Raël se tourne vers sa couturière. Vite! Elle veut être la première à Berlin à faire sensation en portant les modèles dernier cri. Raël n'a pas encore vraiment compris ce qu'est au juste le plancton. L'important, c'est que toi tu le saches, dit-elle à Karl. Elle lui montre le tailleur rose que la couturière vient d'achever, un modèle de Coco Chanel. Voilà une chose que ton plancton serait bien incapable de faire. C'est là que tu te trompes, ma chérie, répond Karl. Les algues vertes changent de parure à chaque saison, en fonction des longueurs d'onde lumineuses absorbées par leur membrane. Il sourit tendrement. Je te renvoie à l'ouvrage de référence que j'ai écrit, Phytoplancton et photosynthèse. Tu y trouveras l'explication. Raël connaît ce livre. C'est un des gros pavés qu'elle sort de la bibliothèque quand Karl est à l'institut. Elle empile les volumes par terre. « Lévi !» appelle-t-elle. « Allez, hop !» Lévi est un chien intelligent. Il ne lui a pas fallu plus de 3 ou 4 fois pour comprendre ce qu'on attendait de lui. Tantôt il saute par-dessus l'obstacle, tantôt il trône au sommet et fait le beau. Ou bien quand il entend « Lévi, lis !» il feint de feuilleter le livre avec ses pattes. Puis, soudain, il s'effondre théâtralement, ferme les yeux et se met à ronfler. Il aime ces petits tours d'adresse. En fin d'après-midi, Karl rentre généralement avec quelques collègues de l'académie. Ils se retirent dans la bibliothèque, boivent du cognac et parlent boutique. Il y a le professeur Hertz, prix Nobel de physique, et Raphaël Honigstein, le célèbre paléontologue. Ces derniers temps, les conversations délaissent de plus en plus souvent les sciences de la nature au profit de la politique. Des lois raciales, des autodafés de livres, des brimades à l'encontre des scientifiques et des étudiants juifs. Les temps sont durs. Que faire? Lévi écoute avec attention. Puis vient le moment où Lilian Krohn se dirige vers la bibliothèque, en extrait Mein Kampf, d'un grand geste et le brandit en l'air. Lévi se redresse, pousse quelques aboiements sonores et lève la patte droite pour faire le salut hitlérien. Un détour que Raël lui a enseigné. Le cénacle applaudit. On sait également que c'est le signal du départ. « Apprends lui aussi à faire sa commission dessus », dit Karl à sa femme qui raccompagne ses hôtes jusqu'à la porte. Chez les Lilienkron, les soirées sont dévolues à la famille. Pouty, la domestique suisse, sert le repas dans la véranda. Ensuite, Else donne un petit récital de piano. « Elle a du talent », a dit le chef d'orchestre Fritz Mahler, un ami de la maison, qui a fait du 4 mains avec Else. Mais je doute que notre Führer soit capable de l'apprécier. Mahler a émigré il y a 2 ans. Il voulait emmener Else à New York. Mais ses parents ont trouvé qu'elle était trop jeune. À l'époque, elle avait 13 ans. Le Bechstein noir se trouve au salon. Else joue le 2e mouvement de la sonate en si bémol majeur de Schubert. Une andante mélancolique qui se fait de plus en plus délicat, de plus en plus ténue, jusqu'à ce que les touches ne semblent plus effleurées que par un souffle. Soudain, le puissant instrument chuchote des sons à peine audibles. On dirait qu'Else se noie dans la musique. Ses cheveux roux tombent en vagues sur les touches, sa peau pâle se reflète dans le piano comme dans un lac sombre et profond. Les derniers accords, la jeune fille et la mort. Else sent alors l'impatience qui habite son cœur, la nostalgie du premier grand amour. Quand viendra-t-il enfin? Georges est son aîné. Il va bientôt passer son baccalauréat au lycée Fichte. Il est le dernier élève non arien de sa classe. Il veut devenir médecin. Or, les étudiants juifs n'ont pas le droit d'aller à l'université. Papa Lilienkron ne se laisse pas démonter. Tu sais bien que Sauerbruck a promis de dire un mot en ta faveur.
À 6 ans déjà, Georges disséquait des chats et aujourd'hui encore, leurs crânes sont exposés sur son bureau dans une solution de formol. Il va toujours à l'école en costume-cravate. Rentre souvent avec des vêtements en piteux état. Légitime défense, lance-t-il pour tout commentaire en haussant les épaules. Il a un sourire malicieux en pensant ce qu'il a infligé à ses agresseurs. Georges est membre de l'association sportive de Berlin-Est. Son entraîneur est Werner Sillenbinder, le champion de lutte mi-lourd qui a refusé de faire le salut hitlérien sur le podium. Refus, résistance, résignation, fuite. Les pensées de Georges ne cessent de tourner en rond, mais le cercle se rétrécit chaque jour un peu plus, et il le sait, le temps est compté. L'avenir, ce monstre imprévisible, marche droit sur les Lilienkron, drapeau brandi. Et alors, qu'adviendra-t-il ? Regardez-moi ce ciel, s'exclame Raël en sortant sur la terrasse. Partout des étoiles. La famille Lilienkron se rassemble sous le firmament. C'est la nouvelle lune. Voilà Sirius, dit joyeusement papa Lilienkron. Vous voyez ? Son doigt désigne l'obscurité, là où, au bout de l'univers, il y a encore de la lumière. Cette constellation s'appelle le Grand Chien. Lévi lève la tête. Son regard suit la direction indiquée par le doigt dans la nuit noire. Grand Chien. Soudain, la tristesse l'envahit. Il repense à l'époque où il était petit. Tout petit. Au moment où les Lilienkron étaient à la recherche d'un chien approprié, la presse ne parlait que du teckel Kuno von Schwertberg, alias Kurvenal. Il appartenait à la baronne Mathilde von Freytag-Loringhoven, une représentante de la nouvelle psychologie animale à Weimar. Kurvenal était capable de lire et de parler. Il s'exprimait en aboyant autant de fois que nécessaire sur la base d'un chiffrage des lettres de l'alphabet. Le célèbre psychologue animalier William Mackenzie fit spécialement le voyage de Gênes et lui présenta sa carte de visite. Kurvenal lut et aboya Mangnzi et Gênes en transcription phonétique. Mackenzie repartit fasciné. Deux chercheuses britanniques vinrent voir Kurvenal et voulurent le confondre en lui demandant ce qu'elles avaient sur la tête. Kurvenal répondit aussitôt « des chapeaux élégants ». Il ne fallut pas longtemps pour qu'une délégation nationale socialiste de la Société protectrice des animaux s'intéresse au génial teckel, avec de sombres arrière-pensées. S'il y avait des animaux parlants et pensants, alors les hommes, juifs, tziganes, polonais, pouvaient eux aussi être des animaux parlants et pensants. Autrement dit, des sous-hommes. C'est alors qu'Isidor Reich décida d'intervenir. Isidor Reich était un jeune zoologue plein d'avenir, qui en avait assez de voir les nationaux socialistes essayer de s'approprier la nouvelle psychologie animale. Il réfléchissait à un Courneval juif et se lança dans un élevage de fox terriers à Grunwald. L'arbre généalogique de ces chiens ne comportait pas de titre de noblesse ronflant, comme celui de Kuno von Schwertberg, mais des prénoms juifs qui suivaient l'ordre alphabétique, complété par un numéro de portée et l'affixe d'élevage Reich. Le premier Reich comptait 5 chiots, prénommés Ariel, Benjamin, Cham, David et Esther. Reich sélectionna le chien le plus éveillé, c'est-à-dire Benjamin, et le soumit à un entraînement intensif. Assis du matin jusqu'au soir devant la machine à écrire, le chien tapait consciencieusement de sa patte les lettres que lui dictait Reich. Au bout d'un an, Benjamin était capable de retranscrire sans problème un exposé oral. Dans l'intervalle, la deuxième portée avait vu le jour. Gideon, Hadassah, Irit et Jacob. Cette fois, le plus doué était Jacob. En digne fils de Benjamin, il avait l'écriture dans le sang. Rien d'étonnant donc, quoiqu'un peu tout de même. À 6 mois, il composa son premier poème. Kadabath, Bdud Afdfe, Ard Ad, Abd Ad Arli, Bed A Kat. L'œuvre fut publiée dans la revue L'âme animale, l'organe de presse de la nouvelle psychologie animale. Un triomphe. Puis naquit le Troisième Reich. Lévi, Myriam, Nathan, Oz et Ruth.
Ce fut aussi le dernier. Un matin, la Gestapo enfonça la porte. Isidor Reich fut arrêté et déporté. Tous les chiens furent tués. Tout sauf un, le petit Lévi. Il avait réussi à se cacher juste à temps. Une voisine découvrit la boule de fourrure toute tremblante dans le coin le plus reculé de la cuisine. On avait dû le prendre pour un coussin ou quelque chose de ce genre. L'unique survivant du Troisième Reich. À ce moment-là, Lévi ne savait pas encore qu'il n'avait échappé qu'à l'antichambre de l'enfer. Le professeur Lilienkron ne lit jamais le journal. En temps ordinaire, il ne montre d'intérêt que pour les créatures de 3,5 milliards d'années. Or, il est rare que la presse parle d'elle, aussi ne vaut-il pas la peine de la lire, pense-t-il. Ce jour-là, il lit le journal. Il est assis à la table du petit déjeuner, en robe de chambre. Il a renoncé à sa promenade de 10 heures tapante avec Lévi. C'est Pouty qui a sorti le chien en allant chercher les petits pains. Raël sert le café d'une main tremblante. Son mari ne lit le journal que lorsqu'il est affligé de mauvais pressentiments. Elle le sait. « Il y a du neuf, » dit papa Lilienkron. « Des nouvelles intéressantes. Je crains que nous ne soyons concernés. »« Comment ça ?» demanda Else. « Second décret d'application de la loi du 17 août 1938 sur la modification des patronymes et des prénoms, » lit-il à voix haute, comme s'il se trouvait devant un tribunal. Paragraphe 1. Les Juifs n'ont droit qu'aux prénoms cités dans les directives du ministre de l'Intérieur du Reich concernant le port de prénoms. Son poing s'abat sur la table. Celui qui contrevient délibérément à cette disposition sera puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois. Le bruit réveille Lévi, qui sommeillait voluptueusement sous la table, étendu sur sa couverture. En temps normal, il sort de ses rêves en douceur, par exemple grâce aux fumées d'une tranche de fromage qu'on lui tend afin qu'il se sente membre à part entière de l'assemblée du petit déjeuner. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. A-t-il fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Ce bruit lui est-il destiné? Un léger couinement trahit son incertitude. « Cette loi s'applique-t-elle aussi aux chiens ?» demande Else. « Lévi doit-il aussi changer de prénom ?» « Je n'en serais pas étonné, » répond papa Lilienkron avec amertume. Il met ses lunettes à monture dorée. « À présent, lisons les clauses en petits caractères. » La famille le regarde, fascinée. « Terrible, » marmonne-t-il. « Maintenant, il faut vraiment veiller au grain. »« Maintenant ?» rétorque Georges d'un ton sarcastique. « Ça fait longtemps que je veille au grain, crois-moi. »« Je sais, » dit Lilienkron avec un hochement de tête. « Je sais. Malheureusement, on ne choisit pas son époque. »« Toi, tu as choisi, » réplique Georges. « Tu vis dans le passé. » Raël l'interrompt. « Laisse papa tranquille, Georges. » Lévi se manifeste par un raclement de gorge. Lilienkron se penche vers lui. « Tu ne comprends rien à tout cela, n'est-ce pas ?» Lévi se redresse et dodeline mélancoliquement du chef au rythme de la main qui le caresse. « C'est dangereux dehors quand on porte un nom juif, » lui explique Lilienkron. Il repousse le journal et se lève. « Par conséquent, à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Lévi, » s'écrie-t-il. Lévi plisse le front. « Nous allons te trouver un joli nom tout neuf, » dit Lilienkron, « avec lequel tu pourras faire la nique aux Ariens. » Il ferme les yeux et se met à réfléchir. Grand chien. Il repense à la constellation. La soirée sur la terrasse. Son chien est grand désormais, non? « Sirius !» s'exclame-t-il soudain. Et, voyant les visages étonnés de sa famille, il répète avec solennité. « Sirius. Dorénavant, tu t'appelleras Sirius. » Lévi est flatté. Grand chien, mais il sent aussi la responsabilité qui pèse sur lui et sur l'étoile. Être une lumière dans l'obscurité. Les chiens qui s'appellent Lumpy ont la vie plus facile. « Viens, Sirius !» Lilienkron prend la laisse et tous deux sortent de la maison. Les passants n'en croient pas leurs yeux. Perdu dans ses pensées, le professeur descend la rue en robe de chambre, bien plus tard qu'à l'ordinaire,
Il appelle son chien Sirius. « Allez, Sirius !» Madame Zink, la femme du concierge de la maison voisine, qui fait parfois un brin de causette avec le professeur, lui demande « Ce n'est pas Lévi ?»« Non, c'est notre Sirius. » L'oreille basse, Sirius avance d'un pas lourd. En arrivant devant l'arbre, son arbre, il se couche d'un air songeur au lieu d'aboyer. « C'est un autre chien ?» s'enquiert Madame Zink. « Oui et non, » répond Lilian Crone. Ébahie, Madame Zink hoche la tête. L'hôtel particulier où habite les Lilian Crone est une bâtisse imposante. L'entrée est encadrée par 2 colonnes et au-dessus du portail trône une frise inspirée par la célèbre scène représentée sur le plafond de la chapelle Sixtine, la création d'Adam, de Michel-Ange. On raconte que c'est un descendant de Michel-Ange qui a été le maître d'œuvre du bâtiment, un certain Manfred Buonarroti, qui, au milieu du XIXe siècle, avait ouvert un bureau d'architecte à Berlin. Lilian Crone a essayé de remonter la piste, mais n'a pu établir de manière concluante la filiation entre Manfred et Michel-Ange. Il n'a trouvé qu'un sculpteur de Leipzig du nom de Manfred Haussmann, qui a passé 1 mois à Florence en 1821. Dans la véranda, il y a une autre référence à Michel-Ange. Une niche murale dans laquelle est insérée une reproduction miniature de la statue de David. Ecce homo, lit-on en dessous. Le professeur Lilian Crone caresse depuis longtemps l'idée de remplacer le David par un buste de son chien. Ce projet le met de bonne humeur. On garderait évidemment l'inscription Ecce homo. Sirius, entre-temps 15 jours ont passé, s'est fait à sa nouvelle identité. Il a déjà presque oublié qu'il s'appelait Lévi. Les choses vont vite. Hitler lui aussi a sans doute oublié depuis longtemps que son nom était Schicklgruber, remarque Lilian Crone. Quant à Madame Zink, elle ne se souvient plus de rien. Elle dit « Bonjour, Sirius » quand elle voit le chien, et « Heil Hitler » quand elle voit M. Lilian Crone. Ce nonobstant, la vie continue. Chaque matin, à 10h tapantes, le professeur Lilian Crone sort de sa maison, suivi de Sirius, et ensemble, ils descendent la Klamstrasse. Au coin de la rue, le chien entame son petit jeu avec l'arbre, tandis que Lilian Crone se plonge dans son livre. L'astuce du chocolat, qui servait à attirer le chien pour le faire rentrer, a perdu son utilité. À présent, Sirius connaît l'itinéraire, et il connaît tout le quartier. Il lui arrive même de sortir seul. Il a découvert dans la clôture du jardin un trou par où se glisser. Et hop, c'est parti. Sa première halte est le café Hoffmann sur la Klaus-Wistrasse. Plein d'une joyeuse impatience, il s'installe devant la porte, aboie et remue la queue. « Montre-nous tes nouveaux tours, » dit M. Hoffmann. Sirius fait le beau. « Quoi? C'est tout ?» s'exclame M. Hoffmann, feignant la déception. « Rien d'autre ?» Sirius bondit, fait la culbute et atterrit sur les pattes de devant. « Ah, voilà qui est mieux !» le complimente M. Hoffmann en tendant un biscuit aux noix. Cette fois, c'est au tour de Sirius de manifester sa déception. Théâtral, il baisse les oreilles et la queue basse, fait semblant de repartir, tout déprimé. « Bon, d'accord, » dit M. Hoffmann. « 2 biscuits. » Sirius émet un aboiement joyeux, happe la récompense et poursuit sa route. Curieux de tout, il descend la Kantstrasse d'un pas fier. Pour le moment, il n'ose pas encore pousser jusqu'au Kurfürstendamm. « Bonjour, Sirius » lance le libraire Friedrich en soulevant son chapeau. Sur la Savigny-Platz, Sirius s'installe au soleil sur un banc du parc et pique un petit somme. Ensuite, il se dirige vers la Fasanenstrasse, où 2 éboueurs traînent à grand bruit des poubelles sur le pavé. « On le connaît, celui-là » dit l'un d'eux en apercevant Sirius. « Ce sale clébard juif va faire un petit voyage avec les ordures. » Il s'amuse à l'effrayer par des grimaces et des gestes menaçants. Sirius est un chien intrépide. Son pelage hirsute, tacheté de blanc, de marron et de noir, lui donne même une allure rebelle, batailleuse.
Il a l'air d'un tapis poussiéreux auquel le drapeau tricolore d'un pays inconnu aurait servi de modèle. Peut-être était-ce le No Man's Land. Berlin, la ville grise, se rue sur l'été comme un prisonnier enfin autorisé à quitter sa triste cellule, qui revoit, merci Seigneur, le ciel bleu. Affamé de soleil, avide d'espace, assoiffé d'air frais, rêvant d'une bière. Des messieurs posés poussent des acclamations en partant en calèche se mettre au vert pour la fête des pères avec matériel de pêche et barbecue. Enfin l'été. Les restaurants sortent leurs tables. Les tenues se sont réduites au strict nécessaire. Les trottoirs accueillent le grand théâtre estival. Le week-end, la foule se déverse sur la plage du lac de Wannsee. Telle est l'ambiance à Berlin, même en cet été 1938. La famille Lilienkron a dû renoncer à ses envies d'extérieur. L'espace public est désormais largement interdit aux Juifs. Il faut se contenter de l'agrément du jardin. Parfois, Lilienkron sort la voiture du garage, son cher cabriolet Mercedes 170V, et propose une virée dans la forêt de Grunwald. Mais les regards envieux leur gâchent le plaisir. Georges est brillamment reçu au baccalauréat. Après la cérémonie, la famille se rassemble sur la terrasse du jardin, autour de la grande table en marbre. Pouty est vraiment jolie quand elle troque son tablier blanc de cuisinière pour une tenue de fête dotée d'un imposant décolleté. Dès la première coupe de champagne, ses jolies joues de Suissesse se mettent à rougir. Benno Fritsch, le parrain de Georges, fait partie des intimes de la maison. C'est une personnalité connue à Berlin. Comédien au Deutsches Theater, vedette du film Grindelhof, que l'on a pu voir tout récemment au cinéma. Il y joue, une fois de plus, un bourreau des cœurs qui a toutes les femmes à ses pieds. Fritsch aime les entrées en fanfare. Imitant une trompette de cirque, il saute par-dessus la clôture basse du jardin. Il habite la villa adjacente et, depuis que les Lilienkron ont emménagé dans leur hôtel particulier, ils sont donc voisins. « Je n'ai pas hésité à faire le long trajet », dit-il en guise de salut. Raël affiche son plus beau sourire. Les joues de Pouty évoquent le rougeoiement des sommets alpins de sa patrie. Même Else a l'air envoûté. Benno Fritsch est un sujet sensible. À cause de ses cheveux, déjà. Quand, d'un geste voluptueux des deux mains, il repousse la mèche blonde qui lui tombe sur le front, le professeur Lilienkron, avec sa calvitie, se sent pris d'une certaine gêne. Que Raël paraisse métamorphosée en sa présence ne fait rien pour arranger les choses. Elle est d'une humeur folâtre de jeune fille. Au moindre bon mot de Benno, la voilà qui fond. Mais le plus important, Fritsch est entré au parti. Contre son gré, souligne-t-il. C'est comme ça au cinéma. Pas de parti, pas de rôle. Il vient tout de même de publier un article sur l'art dramatique arien dans le Völkischer Beobachter. Était-ce bien nécessaire? Karl s'est demandé s'il fallait l'inviter. « C'est le parrain de Georges, » a fermement répondu Raël. « Ne sois pas jaloux, Karl. »« C'est un nazi, » a rétorqué Karl. Sur quoi Raël: « Ce n'est pas un nazi, c'est un acteur. Il joue au nazi pour pouvoir continuer à être acteur. Aujourd'hui, tout le monde porte un masque, même Sirius. » Lilienkron s'est incliné. Il est donc là, l'oncle Benno. Papa Lilienkron lève son verre. « Cher Georges Israël, » dit-il. Ça commence bien, s'effraie Raël. Mais il a raison. Depuis peu, c'est le nom officiel de son fils, conformément aux directives du ministère de l'Intérieur du Reich. Les hommes d'origine juive se sont vus adjoindre un second prénom, Israël. Pour les femmes, c'est Sarah. Mais cela a-t-il sa place ici? L'oncle Benno ne bronche pas. Suit un discours plein d'esprit qui passe en revue la vie de Georges, en choisit les moments marquants et multiplie des anecdotes piquantes, sans oublier de parler du plancton, bien entendu. Se tournant vers Raël, Karl retrace une fois de plus leur merveilleuse histoire d'amour. Il porte un toast à Else.
rappellent comment la brave Pouty est arrivée dans leur vie, cadeau souvenir de leurs vacances d'hiver à Arossa, où ses talents de serveuse à l'hôtel Kulm leur avaient laissé une impression ineffaçable. Des larmes d'attendrissement coulent sur les visages, ce qui incite l'orateur à se montrer aimable à l'égard de l'oncle Beno et à commémorer l'amitié qui les lie depuis leur jeunesse. Beno repousse sa longue mèche des deux mains, puis le discours approche à sa fin. « Et maintenant, à toi, mon petit Sirius. » Assis sur les genoux d'Else, le chien écoutait avec attention. « Sirius ?» chuchote Beno en lançant à Else un regard interrogateur. Il ignorait que le chien avait été rebaptisé. « Oui, » dit Lilian Crone, « désormais il s'appelle Sirius. Nous avons tous de nouveaux noms. Il n'y a pas de raison que le chien en soit privé. Tout le monde porte un masque en cette sinistre époque. » Raël lui adresse un sourire éloquent. Lilian Crone avait prévu de conclure son discours en réaffirmant avec force les principes humanistes. Il voulait dire, en regardant Sirius, « Nous ne sommes pas des animaux qu'on classe en fonction de leur race. Nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce qui vous donne à vous, à rien, le droit de nous ôter la vie, à nous, les Juifs? Nous sommes des Allemands, comme vous. » Mais voilà que soudain il ne trouve plus ses mots. Il se contente de regarder Sirius en disant « Tu es un grand chien. » Else est amoureuse. Son béguin s'appelle Andreas Cohn. Comme elle, il fréquente l'école juive de musique Hollander. Elle joue du piano, lui du violon. Ils étaient déjà dans la même classe au conservatoire Stern. Il y a 3 ans, celui-ci a été arianisé et rebaptisé Conservatoire de Berlin, capitale du Reich. Tous les étudiants juifs ont dû partir. À la suite de quoi, Kurt Hollander a fondé un établissement privé, l'Académie de musique de la Siebelstrasse. Else et Andrea se sont rapprochés alors qu'ils travaillaient le concerto pour violon et piano, opus 64, de Félix Mendelssohn Bartholdy. Eric Oppenheimer, le professeur de piano, avait dit « Mademoiselle Else, vous devez jouer le premier mouvement comme si votre cœur s'était embrasé. Dans le deuxième, le cœur fait un timide retour sur lui-même et s'interroge « Partage-t-il mes sentiments ?» Le troisième mouvement voit enfin la réalisation du grand amour. Else en est actuellement au stade du deuxième mouvement. Andreas est un jeune homme sérieux. Ses boucles noires et ses yeux profondément enfoncés lui donnent un air de défi. Il joue avec une ferveur presque effrayante, le violon, un Steiner, coincé contre l'épaule à l'instar d'une arbalète, comme s'il s'apprêtait à tirer le coup fatal. Un combattant, un fonceur. Else fait l'effet d'être son ange gardien. On la dirait sortie d'un tableau de Raphaël. Gracieuse, délicate, charmante. Ils s'attendent à la fin du cours, rentrent par le même chemin jusqu'à l'angle de la Mommsenstrasse. Là, il leur arrive de passer des heures assis sur un banc parce qu'ils ne parviennent tout simplement pas à se quitter. « Qu'est-ce que tu vois lorsque tu fermes les yeux ?» demande Else. Andrea ferme les yeux. « Je vois le Rhin. Imagine-le tout petit quand il s'échappe du lac Thomas, là-haut dans la montagne. Un ruisseau minuscule. En romanche, la source du Rhin s'appelle l'Aïda Touma. Touma signifie tombe. Elle est suspendue à ses lèvres. Et il rouvre les yeux. Lorsque le Rhin arrive chez nous, c'est déjà un grand fleuve puissant. » Andreas Cohn vient de Bâle. Son grand-père, Arthur Cohn, a été le premier rabbin de la communauté israélite de Bâle, où, plus tard, Théodore Herzl a donné corps au rêve d'un État pour les Juifs en Palestine. « Emmène-moi au Laïd Touma, » chuchote Else. Andreas sourit. Ils s'embrassent pour la première fois. Le vendredi est jour de réception chez les Lilian Crone. Ce soir-là, on a invité l'acteur Erwin Kaltenberg, le mathématicien Weidenfels, l'écrivain Hans Fallada, l'artiste Käthe Kollwitz, les voisins Arthur et Betty Frankel.
Else a également convié Andreas. « Sois gentil avec lui, papa, d'accord ?» dit-elle. « Nous causerons à bâton rompu, » répond Lilian Crone, « à condition qu'il s'intéresse au plancton. » Les invités arrivent au compte-gouttes. Weidenfels commet immédiatement un impair en commençant à parler de poupée à Kate Kollwitz. Il l'a confondue avec Kate Cruz. Pouty propose du punch à la spérule. Sirius aboie après Kaltenberg. « Cette bestiole est encore plus hargneuse qu'Alfred Kerr !» lâche celui-ci. Raël est ravissante. Elle porte une robe de cocktail en soie bleu nuit. L'air recueilli, Andreas Cohn se tient en marge du groupe. « Vous jouez du violon, si j'en crois ma fille ?» s'enquiert papa Lilian Crone. « Oui. »« Le violon !» répète Lilian Crone en faisant un geste de la main comme s'il jouait. « Il a encore de l'avenir, cet instrument ?»« Oui, » répond Cohn. « Intéressant, » murmure Lilian Crone. « Je croyais que l'instrument de demain, c'était la trompette de jazz. »« Demain ?» dit Cohn. « Qui sait si nous serons encore là demain ?»« Vous en doutez ?» Cohn s'apprête à lui répondre avec son pessimisme habituel quand elle s'approche, un verre de punch à la main. Elle est déjà un peu pompette. « De quoi parlez-vous ? Pas de choses sérieuses, j'espère ?»« Non, non, » fait Lilian Crone d'un ton apaisant. « De l'avenir, c'est tout. » Elle se prend la main d'Andreas et l'emmène voir Pouty. « Pouty, voici un de tes compatriotes. »« Adieu !» le salue gentiment cette dernière. Les deux Suisses échangent quelques mots dans leur langue maternelle. On dirait deux ventriloques enrhumés. Georges engage la conversation avec Andreas. « D'après Else, tu t'inquiètes pour nous ?» Andreas acquiesce d'un signe de tête. « Oui, je pense que si ça continue comme ça, les Juifs allemands sont mal partis. Et ça continuera. » Le professeur Weidenfels s'approche d'eux. « Vous portez un nom connu ?» dit-il à Andreas. « Il va falloir que j'en sois digne » répond celui-ci d'un ton modeste. Weidenfels se tourne vers Georges. « Son père, Marcus Cohn, est un véritable sauveur. Je connais beaucoup d'émigrants juifs qui lui doivent la vie. » Lilian Crone intervient. « Encore ce mot d'émigration. Vous êtes de ces sionistes, monsieur Cohn ?» Andreas réplique. « Mon grand-père a inventé le sionisme avec Theodor Herzl. »« Nous ne nous laisserons pas expédier dans le désert, » répond Lilian Crone. « Hitler serait trop content. Nous sommes Allemands. Notre place, c'est en Allemagne. » Et il s'éloigne d'une manière théâtrale. « Tu vois, Andreas, c'est ça que je voulais dire, » reprend Georges. « Pour papa, l'Allemagne reste le pays qui lui a donné la médaille Cottenius, la patrie de Goethe, les symphonies de Beethoven. » Lilian Crone cogne contre son verre avec la cuillère à cocktail. « Mes amis, » annonce-t-il, « pour nous divertir, notre cher Hans Fallada va nous lire à présent un chapitre de son nouveau roman, Gustave de Fer. » L'automne est arrivé. Au-dessus de la ville s'étend une épaisse couche nuageuse qui ne tardera pas à lâcher la première neige. Chez les Lilian Crone, l'ambiance est pesante, comme si l'on pressentait la venue imminente d'événements qui scelleront le destin de la famille. Sirius le flaire déjà. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.